Bonjour, je m'appelle Marie Martinelli, je suis psychologue dans le service du professeur Lançon à la Conception. Vous regardez la partie 2 sur 3 du cours intitulé La thérapie des schémas de personnalité de Jung. Ce cours est fractionné en 3 vidéos qui correspondent aux 3 parties du cours, d'une moyenne de 20 à 35 minutes. Je vous conseille vivement de regarder ces vidéos dans l'ordre pour une meilleure compréhension du contenu général et des liens que je peux faire entre les parties. Donc, on vient de faire l'introduction. On va donc parler maintenant de l'origine des schémas, des notions d'attachement et d'autonomie. Nous décrirons les 5 besoins fondamentaux de l'enfant avant de passer à la description de quelques-uns des 18 schémas. On ne va pas tous les faire, mais je vais vous en décrire quelques-uns. On a vu en introduction l'importance du développement psycho-affectif de l'enfant. Jung s'est pour cela inspiré des travaux de John Bowlby sur la théorie de l'attachement. Dans la compréhension de ce développement psycho-affectif et de l'origine des schémas dans l'enfance et l'adolescence, la thérapie des schémas met en avant 2 notions essentielles que sont l'attachement et l'autonomie. Pour que vous puissiez comprendre en quelques mots la façon dont l'un peut influencer l'autre, prenons l'exemple d'un enfant dont les parents se sont montrés extrêmement protecteurs, qui ont vraiment surprotégé l'enfant, tellement surprotégé que l'enfant n'a pas acquis avec le temps les compétences nécessaires pour faire les choses par lui-même, à son rythme, à sa manière. Il peut donc développer une carence en autonomie. On retrouve dans ce cas extrême également les familles qui ont donné une éducation trop stricte et trop rigide, mais également les familles coupées du monde extérieur, repliées sur elles-mêmes, dans lesquelles les contacts sociaux ne sont pas encouragés. À l'inverse, on peut prendre l'exemple d'une personne ayant reçu dans son enfance très peu d'affection de la part de ses figures d'attachement, ou un enfant qui était livré à lui-même avec une éducation laxiste, dans laquelle les règles ne sont pas clairement établies, voire peut-être même inexistantes. On pourra retrouver chez cette personne à l'âge adulte un excès d'autonomie, puisque l'enfant s'est construit seul, loin du respect des règles imposées par l'adulte, pouvant aller jusqu'à avoir des comportements à risque pour lui-même ou pour les autres. On retrouve dans ce cas-là un excès d'autonomie. Donc j'entends par figure d'attachement, pas uniquement les figures parentales, mais toute personne faisant office de référence dans l'environnement de l'enfant. Il peut s'agir des grands-parents, oncles, tantes, amis de la famille, etc. Il est important de comprendre que l'enfant a un besoin absolu de la présence de ces figures d'attachement pour se sentir bien. Au fil des années, en sachant qu'on veille sur lui, qu'on est là, qu'on sera toujours là pour le guider, l'enfant a le courage de s'autonomiser, de se détacher en toute sécurité pour devenir affectivement autonome. Et j'insiste sur le affectivement autonome. Quand cette étape du développement est mal vécue, il arrive de retrouver chez l'adulte un trouble de l'attachement ou un défaut d'autonomie. Donc là, je vous ai expliqué en fait l'idée générale, mais voyons maintenant quels sont les besoins fondamentaux de l'enfant qui jouent un rôle actif dans la construction d'un ou plusieurs schémas de sa personnalité. Les schémas sont la conséquence des besoins affectifs qui ne sont pas suffisamment comblés au cours de l'enfance ou de l'adolescence. Ils sont au nombre de 5. Tout d'abord, la sécurité de l'attachement aux autres, le besoin d'autonomie et de compétence, de limite et d'autocontrôle, la liberté d'exprimer ses besoins et ses émotions, et des temps de spontanéité et de jeu. Si on veut les décrire plus spécifiquement, un enfant, au cours de son développement, a besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est le besoin principal de l'enfant. Il doit pouvoir se dire que ses figures d'attachement sont stables dans leurs émotions et prévisibles dans leur comportement. Cela va lui permettre de développer des structures physiologiques cérébrales avec un niveau de perfusion stable et régulier, et ainsi lui permettre d'acquérir une bonne régulation de ses émotions. L'enfant a besoin d'autonomie et de compétences. Il s'agit là de donner à l'enfant l'assurance qu'il peut explorer sereinement son environnement à sa manière et à son rythme, en adoptant une attitude sereine face à la nouveauté. L'enfant est encouragé dans ses découvertes et il peut expérimenter le fait que s'éloigner progressivement n'est pas si dangereux.
Pour se développer, l'enfant a besoin de limites et d'autocontrôle. Il faut savoir que l'enfant a besoin d'un cadre et sans ce cadre, il peut partir dans tous les sens ou se replier sur lui-même. Alors que dans un cadre, avec des règles justes et clairement établies, il peut se balader en toute sécurité. Dans l'établissement de ces règles, il ne doit pas y avoir de la part de l'adulte de manipulation affective. Si tu ne fais pas de ça, alors je ne t'aime plus. Si tu ne me fais pas de bisous, alors je t'aime plus. Ni d'autorité violente, qui ne sont pas des attitudes respectueuses vis-à-vis de l'enfant, évidemment. Et la satisfaction de ce besoin apprend à l'enfant par mimétisme de ces figures d'attachement qui le respectent dans l'éducation qu'il leur donne. Il apprend en fait le respect de l'autre. L'enfant a besoin également d'exprimer ses émotions et d'exprimer ses besoins. Et apprendre à l'enfant à reconnaître et à exprimer ses émotions est essentiel dans le développement. Pour la simple raison que plus notre vocabulaire émotionnel va être développé, plus nous pourrons aussi ressentir finement nos émotions. Donc l'enfant, en développant cette compétence, apprend à se connaître et il développe le droit à son juste ressenti. C'est la base du respect de soi-même. Et enfin, cinquième et dernier besoin, le besoin de spontanéité et de jeu, c'est la continuité de la connaissance de soi et de l'exploration de sa libre expression dont on vient de parler, mais cette fois-ci au travers de la vie en communauté, au travers du jeu avec les autres. L'enfant apprend le respect des codes sociaux en veillant à ce que tout le monde respecte les règles du jeu, se faisant ainsi respecter lui-même auprès de ses camarades. Les expériences de vie précoces qui peuvent mener à la constitution d'un schéma sont au nombre de 4. Tout d'abord, la frustration ou carence des besoins affectifs, des besoins fondamentaux, d'un des 5 besoins fondamentaux, qui peuvent mener par exemple à un schéma de manque affectif ou un schéma d'abandon. Ensuite, on a l'excès de satisfaction des besoins fondamentaux, qui peuvent aussi mener à la constitution d'un schéma, car certaines attentions chez l'enfant ne seraient nécessaires de ne recevoir qu'en quantité modérée, parce que cela pourrait donner lieu à des schémas de droit personnel exagérés ou schémas de dépendance. Ensuite, on a les expériences traumatiques dans l'enfance ou l'adolescence qui peuvent également mener à des schémas précoces inadaptés, comme le schéma de méfiance abus ou imperfection honte, ou encore le schéma de peur du danger. Et enfin, le dernier, qui s'intitule l'internalisation des personnes importantes. Qu'est-ce que l'internalisation ? Eh bien, c'est tout simplement l'enfant qui s'identifie à un parent dont il internalise certaines pensées, certaines émotions ou certains comportements. Typiquement, on peut prendre l'exemple de l'enfant abusé qui devient un adulte abuseur. Jeffrey Young distingue 2 types de schémas, les primaires et les secondaires. Les primaires s'intitulent aussi structurels ou inconditionnels et les secondaires réactionnels ou conditionnels. Pour ce qui est des schémas primaires, lorsqu'un schéma primaire s'active, le sujet a tendance à fusionner avec ses croyances, qu'il considère d'ailleurs non pas comme des pensées, mais comme des vérités, des convictions que rien ne peut changer. Ces convictions sont rigides justement parce qu'elles représentent ce que l'enfant a subi sans avoir à l'époque aucune possibilité d'action ni de changement. Et là, c'est exactement dans la même dynamique que la personne se trouve. Pour les schémas secondaires, on dira que lorsqu'un schéma secondaire s'active, le sujet peut remettre en question ses croyances. Il peut parvenir à apaiser ses émotions et à changer son comportement. L'activation de ce schéma est en fait plutôt une stratégie, c'est plutôt une stratégie qui est en lien direct avec l'expérience immédiate. En fait, c'est pour ça qu'on dit que ce schéma peut être réactionnel à une situation problématique ou dans une relation toxique avec quelqu'un, mais pas forcément en lien avec des expériences vécues dans l'enfance. Par contre, c'est la récurrence de l'apparition de la situation problème ou de la situation de la relation toxique qui fait que la réponse automatique, qui fait que cette réponse va être automatique et inappropriée. Cette fameuse stratégie d'adaptation qui se repère dans la vie du sujet.
Par exemple, si on dit je dois être soumis à mon entourage, combler leurs besoins coûte que coûte avant les miens, pour éviter de me faire rejeter. Là, on remarque que c'est une stratégie d'abnégation en réponse à un schéma de peur de l'abandon. Autrement dit, je dois faire preuve d'abnégation pour éviter d'être abandonné. Dans ces cas-là, on remarque que la stratégie d'abnégation qui nous renvoie au schéma d'abnégation, en fait, ce n'est pas vraiment un schéma. C'est un schéma secondaire ou réactionnel qu'on appellera aussi stratégie. Finalement, les schémas primaires sont des schémas et les schémas secondaires sont des stratégies. J'espère avoir été claire pour vous sur ces deux explications. Les 5 besoins fondamentaux de l'enfant sont représentés sous la forme de 5 domaines auxquels ils font appel. Et ces 5 domaines se répartissent les 18 schémas de la manière suivante. Donc voilà pour les 5 besoins fondamentaux de l'enfant qui correspondent aux 5 domaines et qui se répartissent les 18 schémas de cette manière. Vous le voyez de manière, la répartition de ces 18 schémas de manière plus visuelle. Nous y reviendrons en détail dans cette vidéo. Nous allons les décrire, on ne va pas tous les décrire, mais on va quand même en décrire quelques-uns. Donc n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause si vous trouvez que je vais trop vite, afin de bien prendre connaissance de cette répartition. Nous pouvons également répartir les 18 schémas en fonction qu'ils soient primaires ou secondaires. Dans la première catégorie, on va retrouver la grande majorité des 18 schémas, alors que dans la deuxième catégorie, les schémas réactionnels ou les stratégies d'adaptation, on va en retrouver seulement 6, que sont l'assujettissement, l'abnégation, la recherche d'approbation, le surcontrôle émotionnel, et 2 schémas qui appartiennent en fait aux 2 catégories, les idéaux exigeants et les droits personnels exagérés. Je vous le rappelle, les stratégies d'adaptation s'activent dans le but d'éviter que le schéma primaire ne s'exprime. Parce que l'expression d'un schéma primaire signifie la prise de conscience partielle chez le sujet qu'un de ses besoins fondamentaux est bafoué et ça génère la plupart du temps une grande souffrance chez la personne. La stratégie d'adaptation est donc là pour éviter de ressentir cette souffrance. Pour comprendre le lien de cause à effet entre les 2 catégories, on peut se rappeler qu'on a tous dans notre manière de fonctionner ce type de phrase. Si je veux obtenir la satisfaction de tel besoin affectif fondamental, schéma inconditionnel, alors je dois me comporter ainsi, schéma réactionnel. Un autre exemple, alors là je vous ai écrit un exemple. Si je fais tout ce que l'autre désire sans me mettre en colère, stratégie, alors cette personne restera avec moi et ne risque pas de me quitter, schéma. Donc ici, c'est une stratégie d'assujettissement en réponse à un schéma d'abandon. Je peux vous donner un autre exemple. Si je parviens à être parfait, alors les gens m'aimeront et je vaudrai la peine d'être aimé. Ça, c'est un schéma... si je parviens à être parfait, stratégie idéaux exigeant, donc si je suis parfaite, alors les gens m'aimeront, je vaudrai la peine d'être aimée. Sous-entendu, j'ai un schéma d'imperfection qui est très présent et donc je vais essayer de ne pas l'activer et de faire ce qu'il faut pour être aimée. Je vous montrerai dans la partie conceptualisation de cas qu'il est possible de retrouver aussi des stratégies d'adaptation autres que les 6 qui sont proposées ici. Donc, je vous invite vraiment à rester souple par rapport à cette répartition, à cette catégorisation, parce que vous pouvez aussi retrouver des schémas primaires comme étant des stratégies d'adaptation. Donc, nous les voyons ici sur la forme de schéma. Je vous ai mis en blanc les primaires et en gris les secondaires. Je vais maintenant vous présenter la description de quelques schémas. Je ne vais pas tous les présenter. Si vous souhaitez les connaître, je vous laisse le soin de vous orienter vers les 2 ouvrages de référence que je vous ai présentés dans la partie 1/3 du cours, parce que là c'est la vidéo numéro 2, mais dans la vidéo numéro 1,
vous avez les ouvrages de référence et vous trouverez toute la description des 18 schémas dedans. Donc, on prend un exemple. Lorsqu'une personne a un schéma d'abandon, elle aura la perception d'un manque de stabilité ou de fiabilité de son entourage, qui ne continuera pas à lui donner amour, soutien, protection, parce qu'elles sont émotionnellement instables, ou en tout cas, elles sont perçues comme émotionnellement instables, ou parce qu'elles ne seront pas toujours présentes, si on imagine qu'elles vont nous abandonner ou qu'elles vont mourir rapidement. Vous avez d'autres schémas comme l'imperfection, se juger imparfait, inférieur aux autres, etc. Le schéma d'isolement, se sentir isolé, coupé du monde, différent des autres. Le schéma de méfiance, abus et celui de manque affectif. N'hésitez pas à mettre pause dans les vidéos parce que je ne vais pas forcément tous les lire. Et on passe au domaine suivant. Et là, on était dans le domaine de la séparation et du rejet. On passe au domaine suivant qui est le domaine de l'autonomie et de la performance. Ici, on retrouve le schéma de dépendance, incompétence, se croire incapable de faire face seul à nos responsabilités. Et on retrouve également le schéma d'échec, la croyance selon laquelle on a échoué et on continuera à échouer inévitablement. On retrouve les schémas de vulnérabilité, peur du danger et fusionnement ou personnalité atrophiée. Dans le domaine du manque de limites, il y a deux schémas que sont droit personnel exagéré et autocontrôle insuffisant, contrôle de soi, autodiscipline insuffisant. Je vous laisse les lire. Et n'hésitez pas à mettre pause, je vous le répète parce que je vais un petit peu vite. Dans le domaine d'orientation vers les autres, il y a le schéma d'assujettissement, on l'a vu tout à l'heure, c'est la soumission excessive au contrôle des autres, d'abnégation et de recherche d'approbation et de reconnaissance. Et enfin, cinquième et dernier domaine, l'hypervigilance et l'inhibition. On retrouve le schéma de surcontrôle émotionnel avec un contrôle excessif des réactions spontanées qui peut se retrouver dans de l'inhibition de la colère, l'inhibition également des émotions positives, des impulsions positives, le besoin compulsif d'ordre et de précision, l'adhérence à la routine et la difficulté à reconnaître ses faiblesses et exprimer ses sentiments. On retrouve également les idéaux exigeants, le négativisme et le schéma de punition. Voici pour la deuxième partie de ce cours. J'espère avoir été le plus clair possible sur la répartition de ces schémas, comment ils se définissent. Et je vous remercie pour votre attention.